La parole est désormais à Monsieur Éric Alauzet, rapporteur pour avis de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, Madame la Présidente, chers collègues. J'insisterai sur 3 points dans mon intervention: les relations entre la sécurité sociale et l'État, le soutien aux entreprises et aux ménages et l'équilibre des régimes de retraite. Mais je débuterai mon intervention, comme chacun d'entre vous précédemment l'a fait, pour saluer le fait majeur de ce PLFSS, à savoir le retour à l'équilibre des comptes sociaux et la fin des déficits. En 2019, c'est l'ensemble du régime général et du Fonds Solidarité Vieillesse qui sera en excédent de 700 millions d'euros. Cette situation emporte une double conséquence sur la dette. D'une part, le remboursement de la dette sociale stockée à la Cades est maintenant à portée de main, à l'échéance de 2024. D'autre part, l'apurement de la dette détenue par la COS peut être enclenché. Ainsi, 2/3 de cette dette, soit 15 milliards d'euros, seront transférés à la Cades dès 2019 et remboursés grâce à une augmentation progressive d'une fraction de CSG, alors que les excédents des comptes sociaux entre 2020 et 2022 permettront de couvrir le solde et d'en finir avec cette anomalie qui dure depuis 2001. Aussi, il n'est pas étonnant qu'émerge le débat de l'utilisation des ressources qui sont actuellement affectées à cette dette, à cette échéance. Plusieurs pistes s'ouvrent à nous. La première idée qui vient à l'esprit est celle du financement de la dépendance. On pourrait aussi supprimer ces prélèvements sociaux, notamment la célèbre contribution au remboursement de la dette sociale, la CRDS. Mais il faut toutefois garder à l'esprit qu'en cas de nouvelles dépenses ou de perte de ressources, nous dégraderons le déficit public, quand bien même la dette sociale aurait été remboursée. Une autre option consisterait à utiliser cette recette, ou tout au moins une partie, pour accélérer le remboursement de la dette globale, singulièrement celle de l'État. En évoquant cette option, nous entrons dans le débat sur les relations entre l'État et la sécurité sociale, sachant qu'en 2019, certains allègements sociaux particuliers prévus à ce PLFSS, tels que l'allègement social sur les heures supplémentaires ou encore la mesure au seuil de CSG pour les retraités, ne seront pas compensés par l'État. Dans ce contexte de retour à l'équilibre des comptes sociaux et d'apurement de la dette sociale, les règles de compensation des pertes de recettes de la sécurité sociale par l'État pourraient évoluer. Ce n'est pas un débat médiocre. Il n'est pas choquant, dès lors que l'État a conduit des efforts financiers importants et des nouvelles dépenses pour réduire le chômage, et c'est parfois endetté pour cela, qu'il puisse bénéficier d'une part des recettes sociales nouvelles liées à l'amélioration de l'emploi et au surplus de cotisations. En tout cas, le débat est ouvert. Comme le précédent PLFSS, celui de 2019 reste tourné vers la compétitivité de nos entreprises et la valorisation du travail. Ainsi, la transformation du CICE en baisse de cotisations sociales donnera plus de lisibilité et de possibilités à nos entreprises. C'est un effort important consenti par notre pays et en même temps que la loi Pacte fixe désormais à l'entreprise une responsabilité sociale et environnementale. Pour cet effort consenti en direction des entreprises, les Français nous demanderont des comptes, et c'est bien normal, en particulier en termes d'emploi. En 2019, le cumul de la baisse de cotisations sociales et du CICE apportera environ 20 milliards d'euros supplémentaires aux entreprises, de quoi patienter jusqu'à l'automne pour bénéficier de l'allègement de cotisations chômage autour du SMIC. Un allègement de 3,5 milliards en année pleine qui, ajouté au taux d'IS, neutralisera l'effet à la hausse de l'assiette de ce même IS. Je parlais d'allègement pour les entreprises, mais il y a aussi des allègements pour les ménages et pour le pouvoir d'achat des ménages, notamment en lien avec le travail, alors que ce mois d'octobre voit se concrétiser la totalité de l'allègement de cotisations sociales salariales pour un gain de 0,9%, 3,5 milliards en 2019 supplémentaires, et la première tranche de suppression de la taxe d'habitation pour 3 milliards et pour 6,5 milliards en 2019. Le PLFSS 2019 prévoit également l'exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires, ça a été évoqué, une mesure de pouvoir d'achat de 2 milliards d'euros en année pleine pour un gain moyen de 200 euros par salarié environ. Encore, la nouvelle augmentation de 20 euros par mois de prime pour l'activité, après celle de 2018,
pour les salaires jusqu'à 1,3 SMIC, y compris dans la fonction publique. Côté allègement de cotisations, il faut encore saluer le travail approfondi réalisé par le Parlement et le Gouvernement ces derniers jours pour trouver un compromis qui préserve le secteur sensible des entreprises qui ont recours aux travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, les fameux TODE. Je veux aussi saluer la mesure de pouvoir d'achat de 350 millions d'euros à destination de 350 000 retraités dont les revenus flirtent avec le seuil de CSG. Concernant les dépenses maladie, il est nécessaire d'apporter un éclairage au vu des interprétations divergentes concernant l'évolution de l'Ondam. Si les dépenses de santé devaient coller strictement à l'évolution naturelle, en lien avec le vieillissement, les innovations thérapeutiques et le poids croissant des maladies chroniques, non seulement nous n'aurions pas résorbé la dette, mais au contraire, elle serait aujourd'hui insupportable, avec une dépense sur une trajectoire d'augmentation de 4 à 4,5% par an, ce qui est totalement insoutenable. Il faut donc d'abord remercier celles et ceux qui ont eu le courage d'entrer dans le cycle de la maîtrise des dépenses. Des économies sont donc réalisées année après année. Pour autant, la préférence nationale en faveur de la santé reste forte, puisque l'Ondam progresse beaucoup plus rapidement que la richesse nationale ou que les dépenses de l'État ou des collectivités locales. En 2019, il progressera de 2,5%. Ainsi, nous pouvons dire que nous réalisons à la fois des mesures d'économie importantes, à hauteur de 3,8 milliards d'euros, et une augmentation des dépenses de 4,9 milliards d'euros. Soit 400 millions d'euros supplémentaires dans la transformation du système de santé et de modernisation de l'hôpital par rapport à la trajectoire qui avait été initialement prévue. L'enjeu est bien celui de l'adaptation de notre système de santé pour mieux organiser l'articulation entre médecine de ville, médico-sociale et hôpital, veiller à la pertinence des actes, avec une attention toute particulière à la qualité de vie au travail et à la qualité des soins. La génération de nos parents et grands-parents mérite une attention toute particulière, car plus exposés à la maladie du fait du vieillissement, avec pour eux l'enjeu de l'accessibilité financière. Ce n'est pas tant l'érosion de leur pension de retraite qui est susceptible d'altérer leur pouvoir d'achat que le coût des soins et de la prise en charge de la dépendance. L'enjeu prioritaire est donc bien celle de maîtriser leurs dépenses. Ainsi, il faut saluer les mesures de pouvoir d'achat, avec la mise en œuvre du reste à charge zéro, 100% santé, en optique, audiologie et dentaire. Il n'est pas rare que quand on vieillisse, on ait 2, voire 3 de ces problèmes à régler. Aussi, le renforcement des dispositifs d'aide à la complémentaire santé, je n'insiste pas, ça a été largement évoqué. Encore les mesures en faveur des EHPAD, en attendant d'apporter de meilleures réponses aux grands défis de la dépendance dont vous avez lancé les travaux, Madame la Ministre. Concernant la branche vieillesse, le maintien de l'équilibre est permis par la mesure de revalorisation des pensions limitée à 0,3%. Je veux répondre à ceux qui tentent d'inquiéter les retraités. Que le gouvernement maltraiterait. Si vous voulez bien regarder, chers collègues, sur l'ensemble de la période 2010 à 2018, de fait, ce sont les actifs qui auront principalement contribué à l'équilibre. D'abord en 2010, avec cette réforme, M. Woerth, vous vous en souvenez, qui a conduit à augmenter le nombre d'années de cotisation, puis en 2014, sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, avec l'augmentation des cotisations. Et donc cette fois, effectivement, ce sont les retraités qui sont mis à contribution. Et sur l'ensemble de la décennie, nous aurons activé les 3 leviers, et chacun, dans un élan intergénérationnel de solidarité, aura contribué à l'équilibre du régime des retraites. Pour mémoire, je vous rappelle également l'augmentation du minimum vieillesse de 35 € et de l'AH de 50 € par mois. Avant de conclure, je tiens également à signaler l'excédent pérenne de la branche AT-MP et la branche famille qui devrait renouer avec les excédents en 2018 après 10 ans de déficit, et ceci malgré l'adaptation de certaines prestations aux besoins des familles en 2019. Ainsi, le complément de mode de garde sera majoré de 30% pour les familles ayant un enfant en situation de handicap. Le taux plein du complément de mode de garde sera maintenu jusqu'à l'entrée en école maternelle, ou encore les congés maternité des travailleuses indépendantes et d'exploitantes agricoles seront augmentés. Une mesure qui illustre une fois encore l'évolution de notre système de santé et de protection sociale vers l'universalité et la protection sociale du XXIe siècle, comme pour l'indemnisation du chômage ou encore le régime de retraite. Pour conclure, Monsieur le Président, j'invite la Commission à donner un avis favorable à ce projet de loi de financement qui prévoit le retour à l'équilibre de la sécurité sociale pour la première fois depuis 18 ans. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alauzet. La parole est désormais